Chers amis, bonsoir, bienvenue dans Perles de Culture et tout de suite nous filons au cinéma avec Roman Bernard qui nous revient de vacances au Canada. Bonjour mon cher Roman. Bonjour Maxime. Avez-vous passé de bonnes vacances canadiennes? Des vacances ensoleillées, on le sait pas forcément, mais il fait pas uniquement froid, il fait aussi chaud l'été puisque c'est un climat continental rude qui n'est pas adouci par le Gulf Stream. Et donc l'été il peut faire jusqu'à 40 degrés à Montréal. Eh bien, comme au Japon, et ça tombe bien, puisque tout de suite nous filons au Japon, puisque le film de la semaine n'est autre que Princesse Kaguya, que nous avons vu, et nous commençons d'ailleurs avec la bande-annonce du film. Alors mon cher Roman, on vient de voir la bande-annonce de ce film. Alors quelques mots peut-être en préambule pour rappeler que c'est un film qui est sorti en 2013 des studios de Miyazaki. Alors les studios Ghibli et le réalisateur n'est autre qu'Isao Takahata, connu en France pour Le Tombeau des Lucioles en 2008. Voilà, évidemment, et qui est le bras droit de Miyazaki, lequel avait réalisé Le Vent se lève, dont nous avons parlé dans l'une de nos premières éditions. Et on voit quand même une parenté dans le style entre les deux dessins animés, même si celui-ci, les personnages ont des traits plus asiatiques et le graphisme est moins abouti, c'est volontairement, mais on dirait presque de l'aquarelle ou de la peinture sur soie par moment. Exactement. Alors l'histoire est très différente par contre de celle du Vent se lève, puisque dans Le Vent se lève, on suivait un personnage au XXe siècle qui rêvait de sauver le monde avec ses avions, de réinventer le monde. Là, on est dans le haut Moyen-Âge. À une époque d'ailleurs pas tellement bien définie, qui pourrait être aussi bien le XVe siècle que le Xe. Le conte lui-même a été écrit au Xe siècle, c'est un des plus vieux manuscrits qui existent au Japon, donc c'est dire si c'est un monument littéraire dans l'Empire du Soleil Levant. C'est d'ailleurs un manuscrit qui a donné lieu à de multiples retranscriptions, opéras, ballets, on pourrait dire que c'est l'équivalent de l'Iliade et de l'Odyssée ou de Tristan et Iseult. Oui, avec un petit côté les contes de Perrault. Un petit côté les contes de Perrault. Alors, en gros, l'histoire, on peut la raconter ensemble, mon cher Roman, c'est l'histoire d'une jeune fille. Une jeune fille qu'un cultivateur trouve dans une feuille de bambou, et donc il l'appelle Kaguya Hime, la princesse lumineuse, la princesse, parce qu'elle avait les cheveux brillants d'or. Et puis cette petite fille grandit dans ce monde rural jusqu'au moment où son père adoptif trouve une pépite d'or dans le même bambou et décide de l'emmener à la ville pour en faire une princesse. Et donc nous la voyons débarquer à la ville, changer de vie, puisqu'elle passe d'une vie rurale faite de plaisirs simples avec ses amis, de chasser, faire la cueillette, cuisiner, etc., à une vie de cour où on lui apprend tous les codes de la bienséance dû à son rang hypothétique dans le Japon d'autrefois. Et jusqu'au moment où on va chercher à lui trouver un prétendant. On en reparlera, mais ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est qu'on voit la conception de ce Japon d'autrefois, donc avec des codes
comme aujourd'hui, hein, très structurée, mais encore davantage, où elle ne doit pas se mouvoir, elle ne doit pas se lever, elle doit se déplacer de façon très délicate. Il y a un jeu de kimonos successifs qui l'habille, elle ne doit pas avoir de sourcils, on lui teint les dents en noir, etc., etc. Donc toute une série de codes qu'elle, évidemment, comme elle est princesse et de sang presque divin, adopte extrêmement facilement, mais que ses parents auront beaucoup plus de mal à adopter, donc ce qui donne des scènes un petit peu burlesques, hein, du père un peu nouveau riche, on croirait Bourvil jouant le grand bourgeois par moment, hein. Donc c'est assez comique. Et puis arrive le moment où on lui trouve des prétendants. Donc évidemment, on ne parle que d'elle dans la capitale, qu'on désigne d'ailleurs pas par son nom. Donc est-ce que c'est Tokyo? Probablement. Elle a 5 prétendants qui arrivent, et là se met en place une partie importante du film, qui dans le conte est une partie très importante, essentielle, centrale, puisque chacun des prétendants la compare à un trésor. En lui disant vous êtes le bol que Bouddha utilisait pour mendier dans ses premiers temps, etc., etc. Enfin des choses qui sont de l'ordre de l'onirique, hein, bien sûr, pas de l'ordre du matériel. Et elle leur répond cette phrase essentielle qui vous a beaucoup plu, mon cher roman, qui est bien, puisque vous me comparez à tous ces trésors, j'épouserai celui d'entre vous qui me ramènera le trésor auquel il me compare. Et là, c'est l'Iliade et l'Odyssée qui se met en place, hein. Donc, au lieu d'Ulysse qui part traverser les mers lointaines, on imagine le ministre Untel et le prince Bidule parcourir le monde. Et pendant plusieurs années, notre pauvre princesse Kaguya attend. Tisse sa toile de Pénélope. Tisse sa toile de Pénélope, alors qu'en l'occurrence c'est un jardin, qui est assez mignon parce que dans ce jardin, elle recrée en miniature la campagne qu'elle a quittée et qu'elle ne voit plus qu'en rêve finalement, qui est son idéal. Donc c'est sa toile de Pénélope à elle. Et jusqu'au jour où les prétendants reviennent, alors on peut le dire parce que ça fait partie des fondamentaux, hein, et ça ne nuit pas à l'histoire, les prétendants reviennent et ne réussissent pas, pour différentes raisons, à retrouver ces trésors. Ils essayent, ils mentent, ils trichent, mais ils ne réussissent pas, et la princesse Kaguya se retrouve bien esseulée. Bien esseulée parce qu'elle se rend compte que sa vie est un échec. Elle qui rêvait de vie à la campagne et qui était secrètement amoureuse de son grand ami d'enfance, elle se retrouve prisonnière d'une société qu'elle n'aime pas, prisonnière de codes sociaux qu'elle rejette, puisqu'elle rêve d'être une fille libre et indépendante et que tout ce qu'elle peut faire, c'est jouer du koto, vous savez que cet instrument à cordes, et porter des kimonos en se teignant les dents en noir, ce qui évidemment n'est pas la chose la plus sympathique de la Terre. Et elle rêve, et elle rêve, et elle rêve, jusqu'au jour où l'empereur lui-même s'intéresse à elle. Et acceptera-t-elle ou refusera-t-elle l'empereur? Est-ce qu'on le dit? Non, on va laisser la surprise aux téléspectateurs. On laisse la surprise. D'ailleurs, la bande-annonce elle-même laisse beaucoup d'énigmes. Oui, la bande-annonce, à mon sens, on ne voit même pas les prétendants. Résume très très mal le film, hein, puisque on est dans quelque chose d'onirique où on voit cette jeune fille qui court, qui parcourt le monde, on voit des cerisiers en fleurs, ce qui est toujours assez plaisant, et puis au Japon, ça, c'est quelque chose d'important. Mais dans le fond, on ne comprend pas tellement la vie de cette princesse Kaguya. Alors on peut quand même donner 2 ou 3 clés de lecture qui sont dans les fondamentaux du conte et qui sont expliquées dans le conte. Et j'en ajouterai une 4e. Et on peut commencer par la 4e si vous voulez. Mon cher roman. Est-ce qu'on ne pourrait pas relever dans ce dessin animé, dans le précédent Le Vent se lève, une nostalgie du Japon d'antan qui évidemment est très forte aujourd'hui, que toute la population est entassée dans des grands centres urbains. Tokyo, c'est 30 millions d'habitants. On avait vu des vidéos assez sidérantes du Japon avec Anne Brassier lors de la critique du film Her, où on montrait que finalement l'amour artificiel, virtuel, ça existait déjà au Japon. Dans un film de science-fiction en Occident, ça existe au Japon. Et dans Le Vent se lève, on a une nostalgie de la campagne et d'une certaine vie simple de la part de personnages évolués. Et donc ça, c'est quelque chose quand même qui revient fréquemment maintenant dans les productions japonaises. C'est vrai. Et puis ce fantasme d'un Japon qui est un monde à part, avec ses codes, avec ses rites. Là, on est même dans quelque chose qui est, on évoquait l'Iliade et l'Odyssée tout à l'heure, de l'ordre de la mythologie japonaise, puisque une des clés de lecture, c'est que cette princesse Kaguya vient en fait de la lune.
c'est une princesse lunaire, dont on ne sait pas d'ailleurs tellement pourquoi elle a été envoyée sur Terre. Hein. Le conte, évidemment, comme tout récit médiéval, a plusieurs versions, ou plusieurs versions dans ces grandes lignes sur ce sujet-là. Mais en tout cas, la princesse Kaguya, dans le conte, retourne sur la Lune à la fin et laisse à l'empereur une lettre. Avec un élixir d'immortalité, et l'empereur, dans le conte toujours, fera envoyer son armée sur la plus haute montagne du Japon, et au sommet de cette armée, il fera brûler la lettre et l'élixir, la lettre en espérant que ses cendres monteront jusqu'au ciel pour que princesse Kaguya puisse la lire depuis la lune, et l'élixir pour ne pas vivre toute l'éternité sans retrouver la princesse Kaguya. Et donc, à partir du nom de cet élixir, qui s'appelait Fuji, le mont Fuji, le mont éternel, d'ici son nom, c'est-à-dire le mont immortel. Donc vous voyez, là on est vraiment dans les fondamentaux de la culture japonaise. Ce qu'on ne voit pas dans le film, hein. Il faut préciser que le conte s'arrête avant cet épisode. D'ailleurs, il y a plusieurs versions de ce conte. C'est un ensemble de textes qui parfois sont presque contradictoires, en fait. Bien sûr. Bah, vous savez, c'est comme la Bible, c'est comme l'Iliade et l'Odyssée, c'est comme tous les grands textes antiques ou médiévaux. Il y a plusieurs versions contradictoires qui, au gré des copies, ont dû être enrichies, déformées ou amplifiées. D'ailleurs, puisqu'on parle des textes fondamentaux de notre culture, il faut dire quand même que cette princesse tombée dans une pousse de bambou, ça fait écho à beaucoup d'autres histoires de ce type. Alors, on ne va pas considérer la Bible comme de la mythologie, mais on pourrait parler évidemment de Moïse sur le Nil dans son couffin. Bien sûr. On pourrait aussi parler dans l'Ancien Testament toujours de Joseph, qui est un Hébreu qui se retrouve chez les Égyptiens et qui devient quasiment l'équivalent du Premier ministre. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, le péplum américain, ils ont confondu Moïse et Joseph. Parenthèse fermée, on peut penser aussi à Romulus et Rémus, qui sont des orphelins adoptés par une louve. Donc finalement, des cultures à part finissent par avoir des mythes ou des mythes qui se rejoignent, qui sacrés sont fondateurs, ceux d'une espèce de personnage, alors qui sera soit d'ordre divin, soit d'ordre céleste. En tout cas, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre de l'immortalité, de l'ailleurs et qui nous surpasse, qui arrive sous une forme ou sous une autre, généralement enfant ou bébé, chez nous, chez les humains, et qui va bouleverser évidemment la vie des humains. Alors là, en plus, il y a la dimension parcours initiatique. En fait, ce texte est vraiment un mélange, hein, parce qu'il y a à la fois le côté divin avec le côté mythologique, hein, qui donne les fondamentaux du Japon, et puis on sent très bien la culture japonaise traditionnelle. Par exemple, dans le grand banquet qu'on donne en l'honneur de Kaguya, Kaguya n'a pas le droit d'être là, il n'y a que des hommes. Kaguya est enfermée, et quand les prétendants lui font leurs demandes respectives, ils ne la voient jamais. Donc ils entendent le son du koto, qui est donc cet instrument, et jamais ils ne la voient. Donc on a quelque chose qui est presque aujourd'hui de l'ordre de l'islam radical, ou du gynécée de la culture antique. Mais au-delà de ça, il y a aussi donc le côté Iliade et l'Odyssée, il y a un petit côté Cendrillon aussi, ou Belle au bois dormant, puisqu'elle attend son prétendant, alors elle ne dort pas, hein, elle fait du jardinage, mais on voit toujours ces personnages de femmes. Alors les personnages d'hommes, hein, vous l'évoquiez, deviennent premiers ministres, deviennent des grands sauveurs. Les personnages de femmes sont souvent réduits à des rôles secondaires qui attendent qu'un prince veuille bien s'occuper d'elles. Alors ça arrive ou pas. Ici, en l'occurrence, on est quand même dans un film qui est assez triste. Je pense qu'on peut le dire. Enfin, c'est pas du tout le film avec le happy end façon Disney. C'est un film japonais qu'on pourrait attendre. C'est donc un vrai film japonais, voilà, qui cultive la culture de la tragédie. Dans Le vent se lève, il y avait aussi une fin tragique. Absolument. Le sens de la tragédie est très présent au Japon. La mort de cette fille et la guerre qui dévaste le Japon. Et la guerre qui dévastait le Japon dans Le vent se lève. Bon, néanmoins, c'est un film. Donc c'est un film assez long, hein, qui dure 2h15, mais on peut tout à fait y aller en famille.
C'est évidemment un film dans lequel on ne voit pas de choses affreuses, contrairement à certains mangas japonais un petit peu osés. Donc on peut sans problème y aller en famille. Vous y retournerez, mon cher Roman, peut-être avec vos neveux et vos nièces. Avec plaisir. Avec plaisir. Et nous, on vous invite évidemment, chers amis, à aller le voir pendant les vacances avec vos enfants, vos petits-enfants, vos neveux, vos nièces, ou même entre vous, puisqu'on peut aussi y aller entre adultes. La semaine prochaine, mon cher Roman, nous nous retrouverons pour parler d'un film, entre autres, qui s'appelle Transcendance. De Walid Pfister, un autre bras droit, puisque c'était le bras droit de Christopher Nolan, le fameux réalisateur de la trilogie Batman. Exactement. Alors un film d'un genre totalement différent, autour de l'intelligence artificielle, que je résumerai peut-être ainsi, c'est qu'est-ce qui se passe quand l'homme se prend pour Dieu? Le mythe de Prométhée. Voilà, c'est le mythe de Prométhée dans le Midwest américain. Alors c'est un petit peu moins sexy, mais le sens est quand même tout à fait intéressant, et je sens, mon cher Roman, que vous qui êtes très engagé sur ce genre de sujet, vous allez nous pondre une chronique aux petits oignons pour la semaine prochaine. Voilà. Mon cher Roman, merci beaucoup. On est ravis de vous retrouver de retour du Canada. À la semaine prochaine, et tout de suite, une nouvelle chronique de Perles de Culture. Bonjour chers amis de TV Liberté, nous sommes ensemble ce matin pour l'émission Perles de Culture. Je lis, donc je suis avec Marion Sigaud. Bonjour Marion Sigaud. Bonjour. Et elle nous présente un livre absolument étonnant. C'est le premier d'une série qui s'appelle Les Manuels d'Histoire de Marion Sigaud, et sous-titré le premier titre, de la centralisation monarchique à la révolution bourgeoise. Et encore un titre, l'absolutisme royal et ses opposants. Vous commencez cette collection, Marion Sigaud, très corrosive, très décapante pour l'histoire officielle. Et comment en êtes-vous arrivé à faire ce travail de grande lessive ? Je n'ai pas voulu faire de grande lessive, c'est-à-dire que je ne suis pas partie pour, mais c'est ça le propre de l'historien en général. S'il cherche quelque chose de précis, il trouve autre chose, et ça a été mon cas. Et quand on range, il faut faire la lessive. Et quand on range, il faut faire la lessive. C'est-à-dire, voilà, quand on range, souvent on trouve des choses qui ont besoin d'être lessivées. C'est ça qui m'est arrivé. Excusez cette métaphore non, mais tout à fait, oui. Mais c'est-à-dire que moi, j'ai repris des études d'histoire il y a pas très longtemps. C'est-à-dire à un âge déjà, comme on dit, canonique, pour pouvoir percer un mystère qui me taraudait et qui concernait les raisons pour lesquelles un domestique avait attaqué le roi. Et j'avais une intuition comme ça, j'avais une petite lampe qui s'allumait dans ma tête. Le domestique étant Damien. Damien, Robert-François Damien, et le roi étant Louis XV, et à la date du 5 janvier 1757. Voilà. Donc j'avais une intuition que ça pouvait être une histoire de mœurs, puisque je savais que le roi... Que ce soit prouvé ou pas, en tout cas, on disait à l'époque que le roi fricotait avec des petites filles, c'est-à-dire qu'il aurait eu une attitude qu'on dirait aujourd'hui de pédophile. Oui. Donc le mot n'existait pas à l'époque, mais c'est bien de la chose dont on parle, c'est-à-dire que le roi se serait rendu coupable de crimes envers des petites filles, de crimes sexuels envers des petites filles, et quelque chose me disait dans mon intuition que Damien aurait pu s'en rendre compte, il aurait pu le savoir. J'ai fait des recherches, et c'est en faisant les recherches sur Damien que je suis tombée sur tout le reste. C'est-à-dire que on ne peut pas, c'est le propre de l'historien. L'historien, quand il veut comprendre un événement, il faut qu'il regarde le contexte. Et le contexte, c'est tout ce qui se passe avant et pendant. Et tout ce qui... Je suis remontée jusqu'à 100 ans avant pour essayer de comprendre. J'ai fait des recherches absolument insensées. Je ne peux pas lire jour et nuit parce que vraiment la nuit je dors. Mais j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres d'où il m'est apparu sans le vouloir, sans le chercher. Mais c'est ça qui est arrivé, que en fait les opposants à l'absolutisme royal et à l'autorité du pape, parce que ce sont les mêmes opposants aux deux mêmes choses. C'est le même monde. C'était le même monde qu'on m'avait présenté pendant toute ma scolarité, y compris pendant mes études, parce que, bon, on en reparlera, qu'on nous a toujours présenté, qu'on m'avait toujours présenté comme étant des sages opposants à une malsaine autorité. Oui. C'était l'inverse. L'Église et le roi, c'est l'abomination de l'isolation. L'Église et le roi, c'est l'horreur. Le roi est un tyran, hein. Bon, il n'y a qu'à écouter. Et les Lumières. Et les Lumières éclairaient tout le monde. D'ailleurs, je m'en suis rendu
rendu compte, j'ai visité récemment une salle de classe dans un village et il y avait encore des tableaux. Alors, c'est pas des tableaux faits récemment, parce que maintenant les gosses, on en apprend. Enfin bon, c'est un autre sujet. Oui. Ce que je pense de l'école, on en parlera un autre jour. Oui. Mais disons que c'était un ancien tableau qui était encore accroché au mur. Et c'était vraiment un panégyrique. Voilà. À partir de 1750, les Lumières, c'est-à-dire la raison. Avant, les gens réfléchissaient pas. Avant, ils étaient bêtes. Avant la science n'existait pas. Les gens n'avaient pas de libre arbitre. Le curé était derrière chaque paroissien pour le sommer de ne pas profiter de la vie, de s'interdire tout ce qui est bon. Enfin, n'importe quoi. Nos ancêtres, c'est crétins et c'est barbares. Nos ancêtres étaient des crétins, des barbares, des crétins et des barbares. C'est bien résumé, Anne, c'est très bien résumé. Et au fur et à mesure que je faisais ces recherches, je tombais, mais vraiment sans le vouloir, mais parce que ça me sautait aux yeux, sur une réalité tout à fait différente. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que les opposants quasi institutionnels à l'absolutisme royal et à l'absolutisme papal, parce que c'est ça aussi dont il s'agit. Oui. À partir du moment où le pape, le Vatican représente une autorité au-dessus de laquelle il y a le bon Dieu, oui. Il faut buter cette autorité. Alors c'était des catholiques dont il s'agissait. Oui. Je ne parle pas d'un monde protestant, je parle d'un monde, alors d'abord qui se réclamait royaliste, qui se disait royaliste. Je parle des Robins, c'est-à-dire de la caste parlementaire, sympathisants jansénistes ou jansénisants à plein, qui ont été vraiment la force de résistance aux décisions royales et aux décisions du pape. Ces gens étaient à la fois des royalistes, ce n'étaient pas des républicains, et c'était également des catholiques, ça n'était pas des protestants. Et pourtant, à l'intérieur de cette posture qu'ils avaient d'être plus royalistes que le roi et plus papistes que le pape, c'est vraiment l'autorité du roi, l'autorité royale et l'autorité de l'Église catholique qui ont été sapées jusqu'à la Révolution, dont on peut dire quel est le triomphe de ces gens-là. J'en veux un exemple très précis. La constitution civile du clergé, qui est apparue dès le début de la Révolution, avait été rédigée par des magistrats jansénistes. Ouais. Magistrat peut-être pas, en tout cas juriste, puisque Louis juriste, en tout cas janséniste. En tout cas janséniste et de ce milieu-là. Donc, à partir de ces découvertes, j'ai voulu remonter à l'origine de cette magistrature janséniste, c'est-à-dire l'origine à la fois de la magistrature anoblie, c'est-à-dire le début de l'absolutisme royal, ça remonte à peu près à Henri IV, un peu avant, mais globalement c'est ce qu'on appelle l'histoire moderne, c'est au sortir de la Renaissance jusqu'à la Révolution, la montée d'une nouvelle classe, d'une nouvelle mentalité, et tout ça, ça va mener à la Révolution française. Mais le peuple français, là-dessous, il est avec qui ? Il est avec qui? Ce que demande le peuple, est-ce que c'est ça? Non. Vraiment, ce que j'ai découvert, ce que j'ai mis à jour, c'est que ces gens défendaient des intérêts de caste, de classe, de gens puissants, de gens privilégiés, qui après ont fait à croire qu'ils défendaient les intérêts du peuple, et je suis intimement persuadé. Et vous révélez des propos absolument inouïs. Voltaire qui dit il me plaît que mes paysans ne soient pas instruits parce que je veux des paysans et je ne veux pas des clercs. Je ne veux pas des clercs. Alors, là, donc, en parlant de Voltaire, on fait... Voilà, c'est clair. Absolument. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut dire, et c'est ce que j'essaye de démontrer dans ce petit fascicule, qui n'est pas gros, mais qui représente quand même beaucoup. Qui est d'une richesse, chers amis de TV Liberté. Chaque article, c'est un coup au ventre. Et les Lumières arrivent après le jansénisme. Et apparemment, vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas bien les tenants et les aboutissants, les Lumières, qui sont un mouvement, on peut dire laïque, bon, c'est pas ça qu'ils disaient à l'époque, mais véritablement, ils sont anti-Dieu. Ils sont vraiment très anticatholiques. Écrasons l'infâme, tout de même. Écrasons l'infâme, ou alors ça c'est Voltaire, écrasons l'infâme. Mais même Diderot était violemment anticatholique. Enfin vraiment, c'était des gens qui refusaient le dogme catholique, donc on pourrait dire qu'ils n'avaient rien à voir avec les jansénistes. Sauf que ces gens qui étaient de deux milieux différents allaient véritablement dans la même direction, ils avaient exactement la même idéologie, les uns avec Dieu, les autres avec la raison, mais chacun, et je vais vous donner une preuve de ce que j'avance, qui avait malgré tout des connivences, c'est que jansénistes et encyclopédistes et gens des Lumières, on peut dire encyclopédistes et gens des Lumières, avaient en commun de haïr les jésuites et de vouloir à tout prix s'en débarrasser. Et ce qui est important à voir, c'est que quand les jésuites ont été interdits par la magistrature janséniste, qui a applaudi à tout rompre le mouvement des Lumières. Donc ces gens, a priori, n'avaient rien à voir,
les uns avec les autres. Hein. Les jansénistes, c'était le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Les autres, c'était pas de Dieu, pas de Dieu, pas de Dieu, pas de Dieu. Et au bout du compte, un ennemi commun, les jésuites, c'est-à-dire l'humanisme chrétien, l'humanisme chrétien, l'humanisme, le véritable, l'authentique humanisme du catholicisme. Juste un exemple, pour un jésuite, tout individu capable de faire des études doit faire des études. Les jésuites les prennent dans leurs écoles, alors que pour les rabbins, on ne doit éduquer qu'une élite. Alors c'est très clair. Vous avez un monsieur qui s'appelait La Chalotès, c'était un magistrat, c'est lui qui a eu d'ailleurs la peau des jésuites hein, comme magistrat. C'est lui qui a instruit le dossier qui a mené à l'interdiction des jésuites, a écrit un livre sur l'éducation où il disait maintenant ça suffit d'aller éduquer tous ces bons à rien, qui a besoin de ça, on n'a pas besoin, il faut réformer l'éducation. Et qui a applaudi? Voltaire. Donc on voit que janséniste et encyclopédiste, bon Voltaire il est au-delà d'encyclopédiste, hein, il a très très peu contribué, mais enfin disons, d'un côté la magistrature janséniste et d'autre côté les Lumières ont une obsession, se débarrasser des jésuites et se débarrasser du peuple, bien sûr. Parce que le peuple a beaucoup trop d'importance pour l'Église catholique. Le peuple est bon, comme disait Voltaire, à être dirigé et mené à la baguette. Il est là pour obéir. Nous sommes là, les penseurs, et c'est à eux de faire. Et c'est à eux d'obéir. Et c'est tout à fait la mentalité des magistrats jansénistes. Il y a une chose qu'il faut comprendre, et ça, quand ça m'est apparu, ça a été pour moi aveuglant. Il existe un élitisme janséniste. Ouais. C'est-à-dire que pour les jansénistes, Dieu n'a pas donné la grâce à tout le monde. Oui, absolument. Voilà. Et que disent les encyclopédistes? La nature n'a pas donné la raison à tout le monde. Oui, oui. C'est-à-dire que la raison est chez les Lumières et le peuple, lui, ne l'a pas. Oui, et les Lumières sont là pour éclairer le peuple. Donc pour l'éclairer. Pour le faire obéir, pour le diriger. C'est d'une clarté absolument inouïe. Vous écrivez les Lumières furent à l'humanisme ce que le jansénisme fut à la grâce, la théorisation d'une séparation entre l'élite et le peuple, entre les élus et les autres. Voilà. Et c'est quand même très amusant de voir la contradiction entre la publicité que l'on fait à ces thèses et la réalité. C'est insensé. C'est insensé. C'est insensé. Une schizophrénie absolument totale. Mais j'ai compris comment ça fonctionnait, à tout le moins, dans l'éducation. Par rapport au lycée, par rapport aux études que j'ai faites il y a fort longtemps, alors là pour le coup mes études supérieures c'est pas vieux, mes études secondaires ça remonte à très loin, mais en fait depuis que j'ai commencé à écrire de l'histoire et à faire des conférences, je m'entretiens beaucoup avec des gens qui ont soit des enfants au lycée, soit également avec des enfants au lycée, ou avec des professeurs, et je comprends comment l'arnaque est passée. C'est qu'on ne fait pas étudier les Lumières en histoire. Oui. On fait étudier au lycée les Lumières en littérature. Oui, donc vous avez des professeurs de littérature qui vont prendre un texte de Voltaire, ils vont le décortiquer pour dire regardez comme c'est beau, et je n'en disconviens pas, mais c'est faux. C'est peut-être beau, mais c'est faux. C'est-à-dire que Voltaire est un menteur patenté, et c'est l'historien qui le sait. Le professeur de lettres, comment peut-il le savoir s'il n'a pas fait d'histoire? Et en fait, le piège est là. Je veux dire, l'arnaque, hein, disons, l'arnaque est là. On étudie les Lumières comme un mouvement littéraire. C'est pas un mouvement littéraire, les Lumières, c'est un mouvement politique. C'est pas une œuvre de littérature, l'encyclopédie. C'est un cheval de bataille pour faire passer le libéralisme économique. Alors, on va en parler parce que ça, votre portrait de Turgot est absolument étonnant. Absolument étonnant. Vous avez, il faut qu'avant ce livre, vous avez écrit beaucoup d'autres livres, notamment La Marche Rouge, les enfants perdus de l'hôpital général, chez Jacqueline Chambon, en 2008, et ce titre merveilleux, Mourir à l'ombre des Lumières. L'énigme d'Amiens, toujours c'est Jacqueline Chambon, et nous allons le voir dans une émission prochaine, parce que vous avez tant de choses à dire, Marion Sigaud, que nous avons décidé de vous faire 2 émissions. On pourrait en faire 10 aussi bien, mais voilà, vous habitez loin, il faut que vous rentriez chez vous. En tout cas, les 2 livres dont nous allons parler
Mourir à l'ombre des Lumières, l'affaire d'Amiens et l'affaire de l'hôpital général. Vous en reparlez dans ce petit livre que nous avons traité, les manuels d'histoire de Marion Sigaud, le numéro 1, Contre-culture, que je conseille vraiment parce que ce sont des articles sur des sujets donnés. C'est comme une synthèse d'un article universitaire. C'est ça, et ça, vous êtes redoutable, c'est remarquable, parce que c'est d'une clarté, c'est incisif. Mais c'est mon travail universitaire, en fait. Ah. En fait, ce sont les fiches. Quand j'étais à la fac, je faisais des fiches sur tous les livres que je lisais, j'en lisais plusieurs dizaines à la file, enfin j'en ai eu des centaines au bout du compte. Hein. Je faisais des fiches à chaque fois et j'ai voulu préparer j'ai commencé à rédiger un mémoire de DEA à partir de ces fiches. Alors, que je dise quand même au passage que le professeur qui dirigeait mes études, à qui j'envoyais mon travail rédigé, ne m'a pas dit jusqu'au jour de l'examen la façon dont il fallait que je présente mon travail, ce qui a fait que le jour de l'examen, j'ai appris de la bouche de la seule personne qui était habilitée et payée à me dire comment le présenter. Je ne l'avais pas présenté de la manière qu'il fallait, donc je n'allais pas avoir mon diplôme. Il a fallu donc, c'est pas qu'il a fallu, c'est que j'ai décidé sur le champ que je recommençais et que j'aurais mon diplôme, je l'ai eu 1 an plus tard, avec mention très bien. Ça m'a fait 1 an de plus pour recommencer les fiches. Bien sûr. Et c'est tout ce travail de fiches que j'avais préparé pour un diplôme qui m'a dit qu'il ne fallait pas le présenter comme ça. C'était avec notes de bas de page, avec toutes les références. Le travail était fait. Donc en fait, c'est effectivement un travail. Ce travail, c'est dans les manuels d'histoire de Marion Sigaud, édité chez Contre-culture. Vraiment, mettez-y votre nez, chers amis de TV Liberté, et vous ne serez pas déçus. Et des pans entiers de l'histoire mensongère tomberont, et c'est doux à l'intelligence. Merci beaucoup Marion Sigaud et à très bientôt à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur vos manuels d'histoire. Amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre séquence de Perles de culture. Chers amis de TV Liberté, dans cette rubrique L'art en beauté, nous allons rendre hommage à un immense peintre, François Boucher. Et pour ce faire, nous avons invité son ambassadrice, celle qui peut-être le connaît le mieux aujourd'hui. J'ai nommé Françoise Joly. Bonjour Françoise Joly. Bonjour Anne Brassier. Alors ce très beau livre sous-titré « Fragments d'une vision du monde », François Boucher, édité chez Somogy, c'est en réalité le catalogue d'une exposition qui a eu lieu à Copenhague. Oui. L'exposition est finie, le catalogue est sorti en retard. Mais le catalogue demeure. Donc le catalogue demeure, il est devenu un livre en réalité, du coup, de ce fait. Mais l'exposition s'est tenue à la demande des Danois qui sont venus me chercher. Je l'ignorais moi-même, mais le Danemark était au XVIIIe siècle le premier commanditaire de tapisserie sur les cartons de Boucher. Il y en a aujourd'hui plus de 60 conservés au Danemark. Et il y a au palais d'Amalienborg des décors complètement conservés pour la grande salle de bal, qui ont été commandés à Boucher en 1755 et mis en place en 1757. Donc il y a différentes raisons pour que le Danemark me demande ce projet. Parce que, chers amis de TV Liberté, François Boucher n'est pas seulement le peintre de ces jeunes femmes dénudées, comme on le dit souvent et comme on le montre. C'est aussi, il a fait des portraits d'hommes absolument magnifiques, des paysages, des arbres superbes, donc des tapisseries, beaucoup, oui. Et puis des chinoiseries et des éléments de décoration. Énormément, oui. Alors, comment vous êtes-vous attaché à la personne de François Boucher, puisque vous êtes très attaché? Oui, maintenant très attaché, parce que je vis avec lui depuis 30 ans. Donc voilà. Mon mari se pose quelquefois la question, d'ailleurs, de la place qu'il occupe par rapport à François Boucher. En fait, c'est presque le hasard. Au départ, j'ai suivi un cursus plutôt porté vers l'histoire médiévale avec une école préparatoire à Henri IV. Et puis ensuite, j'ai voulu aller à l'école du Louvre, gagnant du temps en même temps sur la Sorbonne. Je suis passée en maîtrise. Pour essayer de tout faire en même temps, j'ai pris à la Sorbonne le parti de travailler sur le XVIIIe siècle français parce que les documents sont accessibles. Oui. J'ai eu la chance
d'avoir un directeur de maîtrise puis de doctorat qui était Jean Meyer, qui m'a aidé et soutenu pour travailler sur les peintres, alors que lui-même travaillait sur la marine française. Et donc, quand je suis arrivée au département des arts graphiques pour un stage qui devait normalement durer 1 mois, Roselyne Bacou m'a tout de suite prise sous son aile et m'a dit: vous revenez naturellement dès la rentrée prochaine et vous choisissez un sujet pour travailler. Alors, le choix s'est porté sur un dessinateur français du XVIIIe siècle, simplement parce que j'avais déjà tout un arrière-plan historique sur ce XVIIIe siècle, que j'avais bien fouillé dans les archives du Minutier central, donc les choses étaient relativement connues pour moi. Et le choix de François Boucher, c'est parce que je faisais partie d'une petite académie de dessin dans laquelle sont passés des grands conservateurs comme Pierre Lemoine, des grands spécialistes comme Daniel Ternois, qui travaillaient à l'ancienne avec les méthodes de dessin du XVIIIe siècle. Et parmi les modèles que nous avions à travailler, outre les grands Italiens, outre les Flamands comme Rubens ou Van Dyck, vous dessinez vous-même? Oui, il y avait François Boucher. Tous les artistes ne sont pas faciles à copier. Certains sont très pédagogiques, d'autres pas du tout. Et François Boucher, pour les Français, bien plus que Fragonard, était un modèle. Donc j'avais travaillé sur ses dessins et j'avais vu, même étant béotienne, la qualité de ses dessins. Et donc je lui ai proposé à Roselyne Bacou tout de suite. Elle m'a sauté au cou en me disant: vous me faites un immense plaisir, personne n'a voulu se lancer dans ce sujet, tellement, je dois dire, tellement il y avait de faux, tellement il y a eu de copies d'après les gravures, et voilà. C'est comme ça que j'ai commencé en 1984. Alors, vous écrivez une préface très très belle et très instructive. J'avoue que j'ai vraiment appris beaucoup de choses en vous lisant. Vous écrivez un tableau de Boucher: respire la grâce et les grâces. Pouvez-vous nous développer cette très jolie phrase? C'est sur, en fait, vous me demandez de parler du concept de la grâce. Et j'ai été sollicitée sur cette question par des universitaires à propos d'une citation d'André Chastel qui avait dit qu'avec Boucher, la grâce disparaissait et qu'il restait le chic et que c'était la raison pour laquelle Diderot détestait Boucher. Là, on est au centre du problème. Précisément, je pense, pour avoir travaillé vraiment longtemps sur cette question, que c'est parce que Boucher représente, d'ailleurs pour ses contemporains jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, parce que le terme se trouve toujours employé, représente la grâce, c'est précisément pour cette raison qu'il ne convient pas à Diderot qui demande la vérité, qui ne demande pas la grâce. On est donc dans deux cultures qui s'affrontent autour des années 1750 et l'une va remporter sur l'autre. Oui. Donc Boucher naît sous Louis XIV, oui, et il meurt sous Louis XV. Oui. Et le monde va changer et oui, la représentation du monde va changer. Pouvez-vous nous expliquer cette thèse que vous développez? La question m'a demandé beaucoup de réflexion et je voudrais rendre hommage à un journaliste de Libération qui m'a posé cette question en 2003, Hervé Gauville. Et il m'avait dit: j'aime beaucoup Diderot, j'aime beaucoup Boucher. Pour Boucher, je serais venue avec votre exposition. C'est une exposition qui avait lieu à l'École des Beaux-Arts en 2003. Je n'ai jamais compris que la verve et l'exubérance de Diderot et la prodigieuse facilité de Boucher n'aient pas trouvé... Et la joie de Boucher, n'est pas trouvé un terrain d'entente, mais qu'au contraire, il y a une opposition permanente et même une détestation. Il a écrit des textes... Les textes de Diderot sont extrêmement sévères. Oui. Donc cette question que j'avais un petit peu mise de côté, parce qu'elle était difficile à traiter, m'a poursuivie pendant très longtemps. En réalité, il ne faut pas oublier que, évidemment, Boucher est né sous Louis XIV. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie d'un monde où la musique est extrêmement importante. La culture musicale très développée, d'ailleurs les querelles autour de la musique sont extrêmement importantes à l'époque. Et lui-même est lié il faisait partie du Caveau, société bachique et chantante, dans laquelle il trouvait Rameau, le haut-de-contre Géliotte, etc. Il était lui-même marié avec une musicienne qui chantait merveilleusement, puisque les ambassadeurs étrangers venaient l'écouter. Et il était donc le gendre d'un musicien ordinaire du roi.
Il avait donc dans son environnement toute cette musique. Il correspond vraiment à cette culture musicale, cette culture théâtrale, cette culture de l'opéra. Et sous Louis XIV, bien sûr, la musique est à son apogée. Et la danse aussi. Et quand le roi chante, quand le roi danse, je veux dire, ça n'est pas uniquement parce qu'il veut se montrer, pas du tout. C'est parce que dans la conception traditionnelle, la qualité de quelqu'un se reflète à l'unicité entre son âme et son corps. C'est-à-dire que les gestes doivent refléter ce que vous êtes. Ça, c'est typique de ce monde qui est très éloigné de nous aujourd'hui, parce que nous, c'est exactement, enfin, c'est beaucoup l'inverse maintenant. Et ce monde, cette tradition qui est fondée sur un enseignement philosophique traditionnel aussi, avec le thomisme, l'augustinisme, etc., tout ça est enseigné chez les jésuites, est enseigné à tout le monde. Toute la société qui va commander des œuvres à Boucher fonctionne sur ce système-là. Et émerge tout doucement, en même temps, de manière presque de manière invisible, la suite de ce qu'a lancé Descartes, c'est-à-dire le contraire, la lutte entre la raison et les sentiments, l'impossibilité du lien entre les deux, la raison corrigeant les sentiments, etc. Et cette autre culture émerge et prend de plus en plus d'importance. Elle est fondée aussi sur tout ce qui est découverte en matière d'infiniment grand ou d'infiniment petit. Oui. Voilà. Et donc, on a une culture qui se développe, qui va être essentiellement une culture fondée sur la raison, sur la démonstration, sur le livre. Sur le livre. Et cette culture du livre, elle atteint sa vraie expression, elle fleurit à partir des années 1747-50. Or, c'est le moment où commencent les critiques contre Boucher. Et quand Diderot demande la vérité dans l'art, quand il demande que l'art montre quelque chose, des sentiments, qui soient nobles ou qui soient tragiques, etc., il est dans une culture qui ne peut pas être celle de Boucher. Ça ne veut pas dire que Boucher la rejette, ça veut dire simplement dire qu'il n'appartient pas à cette... Et à ce moment-là, on se met à préférer Greuze à Boucher. Dans certains milieux très avancés, parce que dans les milieux très avancés, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et d'ailleurs il y a une anecdote sur Louis XV qui n'a pas hésité à faire enlever des tableaux néoclassiques qu'on avait mis chez lui en réclamant les Boucher et qui voulait qu'on lui remette dans son intérieur, parce que vraiment ça lui plaisait pas du tout cette nouvelle. Donc vous voyez, il y a quand même eu des amateurs, ont continué à acheter, même après la mort de Boucher. Je parlais du point de vue des philosophes. Oui, c'est-à-dire un milieu assez réduit, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que Diderot, on le prend aujourd'hui pour un oracle en pensant que tout le monde se jetait tous les jours sur ses lettres. Personne ne les a lues. Sauf qu'aujourd'hui, c'est Diderot, en quelque sorte, qui a gagné. C'est le monde livre par rapport au monde scène. Parce qu'on est toujours dedans. Donc il nous parle immédiatement. On comprend tout de suite ce qu'il écrit. Voilà. Ça nous parle directement. Alors que l'art conceptuel, en quelque sorte, est issu de ces réflexions de Diderot. Mais je pense qu'on va petit à petit se rendre compte, et je crois qu'il y a aujourd'hui des historiens qui essayent de remettre en avant d'autres écrivains sur les salons, etc., d'autres auteurs que Diderot, parce qu'on ne présente que Diderot sur tout le XVIIIe siècle. Il n'est pas le seul à avoir écrit sur les artistes de son temps. Et alors, nous n'avons pas cité encore les tableaux religieux. Il y a toute une... Alors effectivement, très peu connu. Vous n'avez pas vu... Vous nous ouvrez les yeux pour ce oui, écoutez, il a produit de tout. Il a produit de tout, de l'illustration de livres, beaucoup, tout de suite. C'est comme ça qu'il a commencé à vivre. Beaucoup de sujets de la contre-réforme quand il est allé en Italie. Il a copié beaucoup de sujets religieux à ce moment-là. Il est revenu en France, il a fait des chasses exotiques pour Louis XV. Il a commencé à peindre pour Marie Lexinska en 1735, donc 10 ans avant on dit toujours que c'est le peintre de Madame de Pompadour, mais 10 ans avant elle, il était déjà bien lancé. Bien connu, oui. Il travaillait pour le roi et la reine à ce moment-là. Et donc sujet religieux dès 1735, et après toute sa vie, effectivement, on lui en a demandé beaucoup de nativités, beaucoup de scènes religieuses pacifiées, calmes, qui correspondent assez bien au sentiment religieux français. Pas du tout tonitruant comme on aurait pu trouver en Italie. Un très beau tableau, c'est la prédication de Saint Jean-Baptiste. Oui. Alors il y a le tableau qui est une commande privée qui a été mise à la cathédrale de Saint-Louis. Oui, et à la cathédrale de Saint-Louis de Versailles. Voilà. Et il y a une esquisse au musée Lambinet, qui était rentrée à l'occasion d'une autre exposition Boucher aussi, il y a 10 ans.
Alors, si nous comparons avec d'autres peintres auxquels on compare souvent, Fragonard et Watteau. Fragonard a été son élève. Voilà. Watteau a été son maître le plus important. Il est passé chez le moine. Watteau a-t-il croisé Watteau? Je ne crois pas, ou peut-être accidentellement, parce que Watteau est mort au moment où Boucher commençait à travailler. Il est mort à Nogent-sur-Oise, donc il n'est pas mort à Paris. Et à votre avis, quels aimants de comparaison peut-on faire, de différence et de comparaison? Je crois que Watteau, Boucher est vraiment dans le sillage de Watteau. Vraiment, c'est-à-dire pour tout, pour les attitudes des personnages, pour ce goût pour le théâtre, ses attitudes, cette espèce de poésie aussi, ces femmes de dos, cette part de rêve en fait, qui est différente chez Watteau, parce que le métier de Watteau est différent de celui de Boucher, donc l'exécution des tableaux est différente, la manière de dessiner aussi, forcément, chacun a son écriture, mais il y a une vraie parenté entre les deux. Alors, vous nous donnez chaque page des commentaires, une introduction à ces tableaux qui sont excellentes, parce que le commentaire sur un livre, c'est déjà très compliqué, mais le commentaire sur un tableau, à mon avis, c'est encore plus compliqué. Et là, on est très heureux parce qu'on apprend infiniment de choses, y compris sur le temps, sur l'époque et sur ce Boucher. Ah oui, des anecdotes aussi, bah oui. L'une des critiques que l'on a faites à Boucher, c'est qu'il était entouré de jeunes, trop de jeunes filles. Diderot ça fait précisément partie de la désinformation due à Diderot, parce que, et ça c'est aussi par les travaux universitaires, parce que j'ai rencontré beaucoup de spécialistes de Diderot. Et en fait, quand il parle d'un tableau qu'il n'a jamais vu. Et donc, en disant qu'il est scandalisé par ce tableau, mais il ne pouvait pas l'avoir vu, ce tableau, c'est impossible. Le tableau existait, mais il était très confidentiel. Et il n'était pas au salon. Donc, il parle d'une chose qu'il a, par oui dire. À partir de ce moment-là, on se pose quelques questions, oui. Et on cherche pourquoi il y a une telle violence. Ça fragilise tout le raisonnement, en tout cas, ça pose et on cherche pourquoi. Des questions sur les raisons profondes. Merci beaucoup François Joly. François Boucher, fragment d'une vision du monde chez Somogyi, pour la toute petite somme, compte tenu c'est pas l'œuvre entière, mais c'est presque... C'est loin de l'œuvre entière. 10 000 dessins et presque 2000 tableaux. Et 2000 tableaux, mais tout de même un très bon échantillon de l'œuvre un choix de beaucoup de choses nouvelles aussi. Boucher, de beaucoup de choses nouvelles qu'on n'a jamais vues, et qui sont éblouissantes pour la modique somme de 39 €. Merci beaucoup François Joly. Je vous remercie de m'avoir reçu. Et prévenez-nous de toutes les prochaines expositions. Sur cet artiste, je veux bien en refaire une par an. Je n'aurai pas l'occasion. Avis aux amateurs, si parmi les téléspectateurs de TV Liberté, il en est un qui peut organiser une exposition. Amis de TV Liberté, à tout bientôt dans la rubrique Touche pas à mon patrimoine. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous partons dans une jolie région de France, entre Bourges et Gien. Nous allons visiter le château de la Chapelle d'Angillon. Bonjour monsieur, nous avons invité Jean Dogny, qui est le propriétaire et qui est l'âme protectrice de ce beau château, tout près de Sancerre, donc au milieu des vignes. Pouvez-vous nous dire, Jean Dogny, l'histoire de ce château? Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup de nous faire venir. La chapelle d'Angillon a un fondateur spirituel, c'est Jacques de Saxo, qui est un ermite grec qui s'est réfugié là au moment de la querelle des iconoclastes. C'est passionnant. C'est à lui que l'on doit plus tard, grâce à lui qu'on doit plus tard le nom du village. Et alors arrive tout de suite, 8e, 9e siècle, arrivent les Vikings sur leurs bateaux à fond plat, les dracars, ils s'installent là, certainement par l'épée. Et puis, comme ce sont des adorateurs de cailloux, ils se sont très vite convertis. Voilà, c'est formidable, ça nous change des difficultés grâce aux actuelles. femmes qu'ils ont épousées.
grâce aux femmes locales qui nous ont épousés. Toujours. D'ailleurs, toute l'histoire de la chapelle d'Angilon est grâce aux femmes. Merci. Non, mais c'est la vérité. Absolument. Vous allez le constater. Après quoi, cette famille de Sully va donner deux grands personnages qui naissent au château, qui deviennent tous les deux évêques au XIIe siècle et qui vont l'un terminer Notre-Dame de Paris et son frère, prenant modèle sur Paris, va démarrer la cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Donc, nous disons la chapelle d'Angilon, petit pays, grand renom. Vous voyez que nous le méritons. Et vous allez voir, ça continue, c'est extraordinaire. Et là, il y a une petite anecdote tout à fait sympathique. Notre-Dame de Paris a été consacrée au bout de 107 ans. Les Parisiens en avaient un peu assez, et cela a donné la très belle expression, ça ne va tout de même pas durer 107 ans. Voilà. Après, nous avons la famille d'Albret. Tout le monde connaît Jeanne plus tard. Et la famille d'Albret, 3 princesses Marie d'Albret, des femmes exceptionnelles. Cela ne doit pas vous étonner, nous sommes en France. Et du coup, l'une d'entre elles réalise une très belle galerie que nous venons de restaurer à grand-peine financière. Et cette galerie est unique en France. Elle est très belle. Il n'y en a pas d'autre parce que les colonnes sont à double galbe. Voilà, et on y jouait au jeu de paume. Voilà. Elle est très belle. Et vous y exposez des tapisseries qui sont magnifiques. Oui, parce que les meilleurs ouvriers de France, par la grâce du bon Dieu, sont devenus mécènes de la restauration du château. Et du coup... en remerciement, vous exposez leurs travaux. Oui, et on les vend à des prix défiant toute concurrence. Extraordinaire. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Alors on continue Après l'histoire. les d'Albret, nous avons eu la fameuse princesse de Clèves. C'est quand même étonnant. Elle règne et c'est une femme, encore une fois, exceptionnelle et elle va servir de modèle à Madame de Lafayette. Voilà. Mais alors la chapelle d'Angilon, eh bien, a vu naître beaucoup plus tard Alain Fournier. Voilà, dans une maison pauvre mais extraordinaire parce que les deux parents étaient instituteurs, enseignants et à la belle époque. Et du coup, nous avons 2 grands romans, Le Grand Maune et La Princesse de Clèves. Voilà. La Princesse de Clèves, le roman que Nicolas n'avait pas lu. Voilà. Puis alors, les choses continuent, toujours avec des grandes familles. Il y a une héritière de Clèves qui va épouser, qui hérite du royaume de Boisbel, car nous étions un petit État indépendant qui a duré 1000 ans, et 1000 ans sans impôts. 1000 ans sans impôts. Heureux pays. Les numismates nous connaissent bien. Et alors, ce personnage, Henriette de Clèves, va épouser un Italien très connu du duché de Mantova, Charles de Gonzague. Et Charles de Gonzague apporte à la France les ateliers de Faenza, d'où le nom La Faïence. Voilà, c'est la richesse. Et c'était une merveilleuse immigration chrétienne. Et puis, voilà que la mort dans l'âme, ils n'ont pas d'enfants, pas de dauphin, alors ils vendent le royaume. Et avec l'argent de la vente, Charles de Gonzague fera construire Charleville-Mézières. Ah oui. Voilà. Et nous voilà avec une première ville nouvelle du XVIIe siècle superbe. Celui qui achète le royaume de Boisbel, c'est le duc de Sully, ministre d'Henri IV, Maximilien de Béthune, une personnalité hors du commun, à qui on doit tant de choses. Et alors, le duc de Sully veut une capitale pour son petit royaume qui n'en avait pas, et du coup il fait construire Henri-Chemont, mon cher Henri, pour mettre Henri IV à l'honneur. Et c'était son ami, ils avaient été élevés ensemble, etc. Lui est resté protestant, mais comme tout le monde le sait, Paris vaut bien une messe, son ami et patron est catholique. Mais lui devient roi de Boisbel. C'est pour ça qu'il fallait ne pas inquiéter son ami. Du coup, il va mettre le roi à l'honneur 2 fois, et là c'est une chose tout à fait incroyable. Il demande à Salomon de Brosse, qui est le grand architecte du palais Médicis, du Parlement de Bretagne, de la terrasse du château de la chapelle d'Angilon, et le grand architecte de la place des Vosges, que les pauvres en politique aiment bien. Et puis,
voilà que Salomon de Brosse va réaliser la ville d'Henrichemont. Mais Sully lui demande d'exécuter l'urbanisme de la ville en prenant modèle, comme plan, le blason du roi Henri IV. Et ça, c'est quand même phénoménal. Le roi est à l'honneur 2 fois par l'urbanisme et par le nom de la ville. Et nous savons que à l'école des Beaux-Arts à Paris, quai Malaquais, eh bien, dans le domaine de l'urbanisme, il y a 3 villes nouvelles du XVIIe siècle qui servent encore de modèle aujourd'hui. Henrichemont, Charleville-Mézières et Richelieu, mais qui n'intéressent pas l'histoire du château. Voilà, c'est quand même une très belle histoire. Alors, vous organisez des fêtes. D'abord, vous ouvrez ce château à la visite. On peut visiter tout l'été. Ah oui, oui, on est ouvert tous les jours, toute l'année. Et que voit-on dans votre beau château? Bien, écoutez, on y voit une magnifique chapelle qui est toujours en service depuis 40 ans. On y voit nos salons, nos salles à manger, les collections, la chambre du roi, les escaliers secrets dans l'épaisseur des murs, puisqu'on a... Les murs sont très épais. Le plus vieux donjon de la région du XIe siècle. Et puis tous les ans, au mois de septembre, nous organisons depuis des années une immense fête médiévale. Alors, c'est une fête médiévale, il n'y a pas de barbe à papa, il n'y a pas de kebab, c'est une fête médiévale. Voilà. Et on peut y apprendre à écrire, on peut apprendre la mode de l'époque, on peut faire une corde et l'emporter. On y voit des animaux, on y voit des loups, des rapaces, avec des quantités de spectacles fantastiques, avec notamment Pierre Cadéac, qui est un génie, le génie des animaux et du cinéma, Pierre Cadéac. Vraiment, c'est un ami prodigieux. Je pense qu'un jour, ce garçon serait bienvenu chez vous. Oui, c'est une très bonne idée. Oui. Oui. Et voilà que cette fête médiévale, il y a évidemment des joutes, il y a des combats, il y a, bon... Quelle date? 6 et 7 septembre. Prochain. Toujours le premier week-end de septembre. Toujours le premier week-end. Voilà, l'année dernière, nous avons approché les 15 000 personnes. Fou, hein. On aimerait bien en faire autant cette année. Alors, le lieu est magnifique de la chapelle d'Angilon, parce que ce château a en effet une terrasse sur une immense pièce d'eau, sur un lac. Tout à fait. Quand on est sur la terrasse, on a 18 hectares d'eau devant nous, voilà, sans rien d'autre. Et cette terrasse a été réalisé par Salomon de Brosse, le fameux architecte. Voilà. Non. Alors, vous dites sur votre petit prospectus, donc ce château est sur la route Jacques-Cœur, Jacques-Cœur étant donc ce grand financier, le grand argentier du roi Charles VII à Bourges. Vous écrivez l'Albanie royale. Pourquoi? Oui, parce que j'ai eu la chance de rencontrer aux États-Unis le roi Léka d'Albanie, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années, et il m'a demandé de faire pour l'Albanie ce que j'avais fait pour l'Afrique noire, lutter contre les Cubains. Et lui m'a demandé de venir l'aider en Albanie. Et du coup, sa collection du 18 et 19e siècle, qui était magnifique, et a été gardée, protégée, ça nous a empêché de dormir souvent, à la chapelle d'Angilon pendant 25 ans, un quart de siècle. Et maintenant, elle est exposée à Tirana, au musée national. Ah oui. Mais, comme j'ai été d'innombrables fois en Albanie pour des opérations humanitaires, avec d'énormes camions à partir de 91, 2 ans après Berlin. Du coup, j'ai eu beaucoup de cadeaux de vieilles familles albanaises et j'ai eu aussi la possibilité d'acheter des très belles collections et j'ai remplacé la collection royale par la mienne. Voilà. Elle est donc toujours là exposée. On y voit le roi Zog, élu par l'Assemblée nationale albanaise en 28, qui épouse en 38 Géraldine, comtesse Aponi de Nagui Aponi, de la famille du petit Nicolas.
Et puis, hongrois rêvé. Et puis, elle est hongroise et elle nous a fait mourir de rire parce que quand on l'a reçue au château, tous ces gens-là parlent français, comme toute la terre entière. Et elle nous a dit, voilà, le roi m'a fait la cour en français, et même le petit prince. C'est très joli. C'est charmant. C'est très joli, très très joli. Et vous avez encore des travaux de restauration? Vous avez encore toujours? Alors, on est loin d'avoir terminé. Nous avons le projet de remonter 2 tours et ça servira en même temps de chantier de démonstration. Nous avons le projet de remonter le pont-levis et de supprimer le pont dormant. Puis à notre époque, c'est bon d'avoir un pont-levis. Donc tout ça est bien, mais on a un très beau magasin. On est ouvert tous les jours, toute l'année. Un bon magasin où l'on trouve des bonnes bouteilles, votre Hippocrate et de bons gâteaux. À la fin de la visite, on offre une dégustation d'Hippocrate, voilà, depuis les fêtes médiévales. Et donc, ce vin... Et nous offrons les merveilleux sablés de Nancy, qui sont exquis, qui sont extraordinaires. Et nous offrons tout ça à tous les visiteurs, tous les jours, toute l'année. On est ouvert tous les jours, toute l'année, sauf le dimanche matin, puisqu'il y a la messe sur place dans la chapelle, immense chapelle. Votre travail de châtelain est un sacerdoce, Jean Dogny. Merci beaucoup d'être venu pour les téléspectateurs de TV Liberté nous évoquer cette très belle demeure. Qu'il faut arriver le matin et y rester et aller à ces fêtes médiévales. Et on reçoit aussi des groupes qui peuvent venir manger sur place. Et donc les fêtes médiévales, les 6 et 7 septembre, la chapelle d'Angilon entre Gien et Bourges. Entre Gien et Bourges. Et nous avons un site internet, châteauangilon.com. Et à côté de Sancerre, où l'on peut déguster ce si bon vin. Merci beaucoup, Jean Dogny. Merci à vous. Et prévenez-nous de toutes les nouveautés concernant le château. Et dès que les tours sont en travaux, revenez nous voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis de TV Liberté, à tout de suite pour une autre séquence de Perles de Culture.